Un jour, je rencontre un ami, j'avais un classeur jaune. Et il me dit, mais yo, chaque fois que je te vois passer ton classeur jaune, il y a Tu quoi? Certains dans l'administration continuent de croire que le DAF est le porteur d'un bagage, d'une valise qui porte, qui qui contient de de l'argent. l'argent. Je voulais être sous-préfet pour rendre fier mon père. Pour lui dire, tu as sorti de toi celui que tu as servi. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Parcours Public, votre podcast consacré à la découverte des métiers, des missions et des hommes qui font vivre le service public ivoirien. Pour cet épisode, nous allons recevoir un haut cadre de l'administration ivoirienne, titulaire du brevet du cycle moyen supérieur ainsi que du diplôme du cycle supérieur de l'École nationale d'administration, titulaire d'un MBA en fiscalité et d'une maîtrise en droit public, administrateur en chef des services financiers, directeur des affaires financières du ministère délégué en charge des affaires maritimes. Recevons M. Kanvali Momba. Bienvenue, M. Momba. Merci, M. Payet. Dans cet épisode, nous allons revenir sur son parcours, comprendre le rôle d'un DAF au sein de l'administration ivoirienne et revenir sur les étapes qui ont marqué sa carrière. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Parcours Public. Bonjour, M. Kanvali. Monsieur Payet, bonjour. Avant de parler de vos fonctions actuelles, revenons aux origines. M. Kanvali, où avez-vous effectué vos cours primaires, secondaires, universitaires? J'ai débuté mes études primaires, notamment les cours préparatoires, jusqu'au CM2, à l'école primaire publique Plateau à Aboisseau. Je voudrais même ajouter également les cours préscolaires parce que j'y ai fait 2 années de maternelle, donc de cours préscolaires, tout à Aboisseau. J'y suis resté aussi jusqu'en terminale où j'ai eu le bac. Donc je veux dire que de la maternelle à la terminale, c'était à Aboisseau. Ah, vous êtes un jeune d'Aboisseau. Oui, je suis d'Aboisseau. D'accord. Voilà. À quel moment avez-vous commencé à envisager, à vous engager dans une carrière publique? À quel moment? Dans une carrière publique, écoutez, lorsque nous sommes à l'université, je suis donc affecté en droit. En licence, je fais le choix du droit public. Et donc, là-bas, on nous explique aussi l'utilité d'être serviteur de l'État. D'accord. Et donc, ça naît naturellement, puisque le choix de ce département de droit, le droit public, moi, j'envisageais initialement la diplomatie. Voilà, donc je me voyais grand serviteur de l'État, mais sur le plan diplomatique. Voilà, donc je pense que c'est véritablement l'université. Mais il y a certainement des racines depuis des classes antérieures. Parce que lorsque vous faites des cours sur la citoyenneté, vous faites les cours DCM, à l'époque c'est comme ça qu'on appelait. C'est ça. Voilà, donc on vous enseigne que servir l'État était quelque chose de fondamental pour tout citoyen. Et donc je pense que tout cela a eu à mûrir un peu cette intention-là pour nous d'être des serviteurs de l'État. Et donc naturellement, quand je suis à l'université, je m'inscris donc dans cette option et l'ENA devient pour moi alors un canal tout indiqué pour pouvoir donc servir l'État. On arrive directement à l'École nationale d'administration. En quelle année vous postulez et comment est-ce que ça s'est passé? Bon, je veux dire que servir l'État, comme je l'ai mentionné, a toujours été quelque chose de fort pour moi, d'important pour moi. Très attaché donc à la patrie. Mais pour être sincère, quand je rentre au cycle moyen supérieur de l'ENA, j'y rentre par accident. Par accident parce que, je le dis humblement, les études en droit étaient quelque chose que j'appréciais très fortement. Et les résultats me donnaient raison, n'est-ce pas, d'aimer le droit, mes résultats à l'université. Et puis, je suis d'une classe, en fait, je suis d'une famille assez modeste. Donc, le père qui a des difficultés me donne déjà quelques signaux. Mais sauf que j'ai l'avantage que j'ai des aînés, que je salue au passage, des aînés jumeaux, Lassina et Loceni, vivant à l'extérieur, donc en Italie, qui décident donc de prendre le relais.
Et donc, ils ont assuré donc, mes études, évidemment, avec le concours de mon père, parce qu'il ne s'est pas dérobé malgré sa situation. Ils ont pris j'allais dire, la relève de mon père, mais à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je puisse moi-même. C'est ça. Voilà, je peux comprendre que là-bas, ce n'était pas très facile. C'est ça. Et donc, je décide alors de faire donc, de passer le concours de l'ENA, cycle moyen supérieur, et puis de pouvoir par la suite financer mes propres études. Parce que ce que j'aimais à dire à mes amis, à mes condisciples étudiants, c'était que si je devrais arrêter mes études, le minimum, c'était le doctorat. C'est ça. Bon, on va dire peut-être à l'époque, on avait une forme de fougue, n'est-ce pas? Et comme je le disais, les résultats à l'université plaidaient pour que je puisse aller le plus loin possible. Et donc, je décide de passer le concours du cycle moyen supérieur. Parce qu'au passage, je passe le concours quand je suis en licence. J'ai l'avantage d'avoir été admis dès la première session en licence, l'université de Bouaké délocalisée à Abidjan. Et donc, la reprise n'est pas pour demain. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, moi, je suis admis au premier trimestre, à la première session. Et donc, j'ai le temps de me préparer pour le concours, n'est-ce pas, du cycle moyen supérieur de l'ENA. Je voudrais donc, si cela est important de le rappeler, dire que j'ai pourtant continué avec mes autres condisciples, n'est-ce pas? Parce que le temps de préparer, le temps de composer, j'ai fait la maîtrise en même temps qu'eux. Et donc, les résultats de maîtrise m'ont trouvé pendant que j'étais à l'ENA. Mais j'ai composé pour la dernière matière exactement le 28 décembre 2004. Et donc, la rentrée à l'ENA était le 3 janvier 2005. Et donc, j'ai eu le temps, après ma compo, de rentrer à l'ENA. Sans qu'il y ait eu de trou, en fait. Vous n'avez rien lâché. Pendant que vous faisiez l'ENA, vous continuez. Parce que l'objectif, comme je l'ai mentionné, c'était d'aller au minimum en doctorat. D'accord. Mais est-ce que c'est ce qui est aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Vous êtes un homme béni quelque part, parce que tous ceux que je reçois ici disent qu'ils ont fait le concours 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois pour certains. Et vous, à votre premier essai, automatiquement, vous êtes rentré à l'École nationale d'administration. Est-ce que vous êtes préparé particulièrement? Oui, la préparation, il faut le dire, tu ne peux pas aller à un concours de l'ENA sans une véritable préparation. C'est ça. La préparation y était. La motivation, encore plus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le succès d'un étudiant, ou le succès même dans la vie, n'est pas que la conjugaison des efforts qui sont faits seulement. Il y a la grâce divine. C'est ça. Et je pense que je fais partie des personnes qui ont bénéficié essentiellement de cette grâce-là. Voilà, je ne veux pas minimiser les efforts qui étaient faits, parce que nous avons travaillé dans des conditions très difficiles à l'université de Bouaké. Et donc, quand vous en ressortez, que vous venez affronter une compétition ou un examen, mais vous vous mettez dans les conditions d'être à l'université, que vous êtes prêt à tout broyer sur votre chemin. Parce que l'université de Bouaké, c'est vraiment une école qui nous a formés. Nous étions dans des situations assez difficiles, mais c'est surtout ça aussi qui a formé notre mental. La délocalisation de cette université, ça a été quelque chose de vraiment compliqué pour vous? Extrêmement compliqué. Comment ça s'est passé? Et les étudiants de Bouaké le savent. Ceux qui ont fait l'université de Bouaké, qui n'avaient pas encore fini leur cursus, et que la guerre est arrivée en 2002. J'ai eu le bac en 98. Je suis affecté à l'université. Je connais une année blanche. Vous savez, la fameuse photo de Charles Blé Goudé, le président du COGEP, que vous avez vu sur un lit avec une chaîne à l'époque. Je pense que l'année qui a suivi a été une année blanche pour nous tous. C'était en 99. Exactement. Donc on a le bac 98, mais en 99, c'est une année blanche. Donc on fait la première année véritablement en 2000. En 2001, on fait la deuxième année. En 2002, où on devrait se préparer pour faire la licence, la guerre éclate. Et donc, on est délocalisé à Abidjan. On faisait des cours. Je voudrais remercier certainement les décideurs de l'époque qui ont trouvé des moyens pour nous permettre d'achever notre cursus, notre parcours scolaire, universitaire, je veux dire. Et donc, on faisait des cours là où il y avait de la place. De sorte que nous avons fait certains cours dans certains amphithéâtres. On était dans les meilleures conditions, mais on a fait également des cours au gymnase. Vous voyez, à l'université, le grand gymnase qui est là, nous, on a fait des cours là-bas.
On a fait des cours également dans des établissements privés. Pourvu qu'on trouve une salle qui est libre, on vous appelle peut-être la veille. À l'époque aussi, il faut dire que le téléphone n'était pas quelque chose qui était distribué. Il n'y avait pas WhatsApp, Voilà, il il n'y n'y avait avait pas pas les groupes WhatsApp, il n'y avait WhatsApp. pas tout ça. Et donc, il fallait avoir des personnes informées qui allaient vous appeler. On avait la chance d'avoir un téléphone pour certains d'entre nous. Mais en tout cas, on se trouvait les moyens de nous informer et de nous dire que, bon, voilà, le programme a été mis pour qu'on puisse partir faire des cours dans tel ou tel endroit. Voilà, donc, ces difficultés-là nous ont formé notre mental à toute épreuve. D'accord. Et lorsque vous sortez de l'École nationale d'administration, vous faites une formation en commerce et vous tombez automatiquement au budget, au ministère du budget. Est-ce que ce déphasage-là, ça ne vous a pas créé des problèmes par rapport à vos collègues? Est-ce que vous avez pu, malgré cela, être au niveau de ce qu'on attendait de vous? Oui, je pense que j'ai été au niveau, mais je vais peut-être préciser l'historique. Je fais le cycle moyen supérieur de l'ENA. Et donc, quand j'arrive pour le choix, il y avait plusieurs filières qui étaient disponibles. Mais sur conseil, comme ça se passe habituellement, Effectivement. sur conseil des plus anciens, je m'oriente, même si j'avais une appréhension. Peut-être que je pourrais revenir sur ça plus tard. J'avais donc le choix entre administration générale et puis commerce et prix, qui sont donc deux filières qui sont dans des écoles de l'ENA différentes. L'une qui est dans l'école donc, de gestion administrative et de diplomatie, l'EGAD, et l'autre qui est à l'EGF, l'école de gestion économique et financière. Et donc, je choisis donc de partir à la filière commerce et prix. Quand j'y arrive, je finis la formation. Nous n'étions pas très nombreux en salle, mais en tout cas, la formation était de qualité. Nous faisons le stage. Et donc, j'observe que c'est un ministère qui a du potentiel. Exactement. C'est un ministère qu'il faut peut-être, j'allais dire quoi, où il faut creuser et pouvoir faire une carrière qui va être remarquable au service de l'État. C'est ça. Bon, à l'époque, je ne savais pas les démarches qui étaient menées par certains d'entre nous. Et puis après, un jour, j'apprends que certains font des démarches pour donc migrer vers donc, le ministère de l'économie et des finances. Et donc, je voulais mentionner, je n'ai pas l'avantage d'avoir un père qui était, ou bien une famille qui est très aisée. C'est ça. Mais j'ai l'avantage d'avoir donc la grâce divine. Coup d'essai, coup de réussite. Je fais la demande à un aîné. Et donc, il introduit mon dossier et puis je suis retenu. Je suis retenu, donc affecté à la DAF de la direction du ministère donc, des Finances et du Budget. Je suis là-bas en attente d'affectation dans une direction générale. Et donc, dans cette attente, je suis affecté donc à la direction générale du budget et des finances. J'y passe pratiquement une année, parce que de janvier 2008 à février 2009. Donc, je suis donc à la direction des ressources humaines, la direction générale du budget et des finances. Et donc, je passe ce temps-là, une année. Et puis, à l'époque, tout n'était pas informatisé. C'est ça. On ne se rend pas compte que je suis déjà affecté. Et je reçois une autre affectation qui m'envoie aux impôts. Donc, je pense que Dieu a un plan pour chacun. D'accord. Voilà comment je fais le choix de partir aux impôts pour des raisons personnelles. Donc, je me retrouve aux impôts. J'y fais 2009. En 2010, je passe le concours du cycle supérieur option impôts. Parce qu'au passage, avoir fait le commerce, avoir fait les finances, être aux impôts, je ne voulais plus aller me retrouver ailleurs. Donc, initialement, j'arrive aux impôts. Ce n'est pas forcément un choix du cœur, ou du moins quelque chose qui a été initialement préparé. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a orienté aux impôts. Donc, je décide alors de suivre cette voie-là et d'y rester. Donc, je passe le concours du cycle supérieur impôts que j'obtiens aussi au premier coup. Comment est-ce que, en tant qu'administrateur des services financiers, option impôts, on devient directeur des affaires financières? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Est-ce qu'il y a on va dire, c'est une nomination? Est-ce que c'est un concours? Pour ceux qui veulent comprendre, comment est-ce que ça se passe? Non, la fonction de directeur des affaires financières est une fonction de directeur d'administration centrale.
Et en tant que tel, c'est par voie de décret, Décret. donc par voie de nomination, par le président de la République. Et c'est fait donc en conseil, c'est un décret qui est pris en conseil des ministres. Et à l'époque, parce que moi je suis nommé DAF, pendant que j'étais vérificateur, après ma sortie de l'ENA, j'étais vérificateur donc, au Centre des moyennes entreprises. Et donc, je suis appelé à exercer ce métier. Voilà. Un concours encore de circonstances. Mais les choses n'étaient pas aussi précisées qu'aujourd'hui. Parce que depuis 2022, un décret instituant donc des critères de nomination des DAF a été pris. Le décret 2022-122 du 23 février 2022 a donc précise qu'il doit s'agir donc d'un administrateur de rang A4 au moins, et qui a une expérience de 5 ans et qui doit aussi être outillé pour les procédures donc d'exécution budgétaire et des outils, n'est-ce pas, de la dépense publique. Donc, ce n'est pas nomination du président de la République. D'accord. Concrètement. Et je vais préciser, oui. C'est-à-dire que celui qui est nommé doit être d'une direction ou bien d'une administration qui relève, n'est-ce pas, du ministre du Budget et des Finances. Voilà, c'est juste la précision que je voudrais faire. Mais ça a été précisé maintenant. Quand j'ai été nommé en 2018, ces règles-là n'existaient pas. Moi, normalement, même si c'était aujourd'hui, je rentrais dans le critère parce que la Direction générale du budget et des finances relève donc du ministère du budget. Mais je veux dire que certains DAF ont eu la chance, quoique étant administrateurs civils, aujourd'hui, ce serait beaucoup difficile. Voilà, si on doit respecter les critères, un administrateur civil ne peut pas être aujourd'hui DAF. Voilà, donc c'est ces précisions que je voudrais faire. Concrètement, le rôle d'un DAF dans un ministère, qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'ai envie de corriger quelque chose. L'appellation DAF, certes, existe toujours. Quand vous regardez l'organigramme, on parle de DAF. Toujours. Directeur d'administration, directeur des affaires financières. Mais depuis que la Côte d'Ivoire, comme la plupart des États de l'UEMOA, ont opté, n'est-ce pas, pour le budget de programme, contrairement donc à l'ancien système, qui est un budget de moyens. Aujourd'hui, avec le budget de programme, le DAF n'a pas la fonction qu'il occupait avant. Nous sommes donc dans une option d'accompagner, de coordination, n'est-ce pas, des actions des acteurs de la dépense publique. Quoiqu'en tant que DAF, nous soyons également des acteurs de la dépense. Et donc, le rôle premier du DAF, c'est la coordination de toutes les activités financières du ministère. C'est pour ça que dans le cadre donc, du budget de programme, on l'appelle responsable de la fonction financière ministérielle. Il est le conseiller auprès donc, du ministre de toutes les questions liées donc, aux finances. D'accord. Avec quel corps de métier vous travaillez quotidiennement, le DAF? Le corps de métier, je vais dire, notre premier interlocuteur pour la dépense, c'est d'abord la direction générale du budget et des finances. Plusieurs directions s'y trouvent, ceux avec lesquels, en tout cas, on a pour habitude de travailler, quoique ce soit une action coordonnée. Certains préparent, n'est-ce pas, des documents qui viennent donc après, qui sont utilisés par d'autres, qui sont donc l'interface, n'est-ce pas, que nous avons avec cette direction-là. Et donc, nous allons citer la direction du budget de l'État, qui est une direction centrale au sein donc, de la direction générale du budget et des finances. Nous avons donc la direction de la réglementation. Nous avons également la direction de l'administration du SIGOB, la DAS, essentiellement. Et puis, on peut l'élargir aussi donc, à la direction des dépenses centralisées, qui est l'ancienne direction du patrimoine de l'État. Tous ceux-là, nous travaillons avec eux. Mais il y a également le contrôle financier. Le contrôle financier qui est aujourd'hui, anciennement, qui était intégré à la direction générale du budget des finances, mais qui est, je ne dirais pas qu'il a eu son autonomie, mais qui est rattaché désormais au ministre donc, du budget. Et donc, nous travaillons avec le contrôle financier, qui est un partenaire pour nous aider donc, dans la préparation, dans l'exécution, mais également dans la reddition des comptes. Hiérarchiquement, comment est-ce que ça se déroule? Vous êtes sous la tutelle du ministre du Budget, vous êtes affecté auprès d'un autre ministre. Qui est votre ministre de tutelle? Comment est-ce que c'est organisé? Bon, écoutez, le DAF a 2 tutelles.
On va le dire comme ça. Une tutelle administrative et puis une tutelle technique. Le DAF est nommé sur proposition, sur proposition de 2 ministres. Le ministre de tutelle, donc le ministre technique. Ministre du budget. Non, le ministre technique. Le ministre technique, d'accord. Donc, dans mon cas, le ministre délégué en charge des affaires maritimes. D'accord. Et également le ministre donc, du budget et des finances. D'accord. Mais je veux dire que nous avons donc une attache dans le ministère où nous sommes, mais nous avons également une attache assez renforcée auprès donc du ministère du budget, qui est en réalité celui qui affecte les DAF. Et vous savez que chaque 3 ans, normalement, il y a une rotation des DAF. Et cette rotation est menée par ce ministère-là. Comme pour rappeler que c'est le ministère, en réalité, qui est le ministère de tutelle des DAF. Mais nous sommes appelés à travailler avec nos ministres. Et donc, nous avons également une obligation de respect de cette hiérarchie-là. Quelles sont les qualités qu'il faut pour réussir dans cette fonction? Dans la fonction de DAF? Oui. Il faut surtout, à mon sens, avoir le sens de l'organisation. Il faut faire montre d'une probité. Le sens de l'organisation vous permet donc de pouvoir dévier certaines situations qui pourraient donc entacher votre carrière. Parce que de bonne foi, vous pouvez être appelé à commettre des erreurs. Et vous ou bien certaines personnes placées sous votre autorité. Et donc, de bonne foi, par rapport donc à un manque d'organisation, vous pouvez vous retrouver à avoir quelques difficultés dans le cadre donc d'un audit ou d'une inspection qui est faite. Mais il faut surtout faire montre d'une probité, parce que c'est une valeur quand même que je pense que chacun des DAF de notre pays, n'est-ce pas, essaie de démontrer. C'est forcément, à mon sens, un des critères qui permet la désignation, n'est-ce pas, des DAF. Parce que vous savez que le rapport avec l'argent est fait de sorte que si vous n'arrivez pas à dompter, n'est-ce pas, ce penchant à une inclinaison négative donc, dans votre rapport avec l'argent, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui est inconfortable pour vous. C'est ça. Voilà, donc, je pense que cette valeur-là de probité est ce qui est le plus encouragé, en dehors donc de ce que j'ai dit premièrement, qui est le sens de l'organisation. D'accord. Maintenant, quand on parle de, on va dire, tout ce qu'on peut entendre, d'après vous, quelles sont les fausses idées les plus répandues que les Ivoiriens ont sur vous, votre fonction? Bon, déjà, quand je dis les Ivoiriens, j'ai envie même de dire le personnel public. Certains, dans l'administration, continuent de croire que le DAF est le porteur d'un bagage, d'une valise qui porte, qui contient de l'argent. De l'argent, c'est ça. Non. Surtout avec le budget de programme. Chaque responsable d'unité opérationnelle, on va dire chaque responsable d'unité administrative, donc chef de service ou directeur d'administration centrale, a ses crédits qu'il gère. Il est gestionnaire. Il est gestionnaire de crédit. Le DAF, en tant que directeur, est également lui aussi gestionnaire des crédits qui lui ont été affectés, qui lui ont été alloués par le ministre. Et donc le DAF n'est pas le porteur d'une valise remplie d'argent. D'ailleurs, les DAF n'ont pas de rapport avec l'argent, n'ont pas de rapport direct avec l'argent en termes donc de billets. Nous manipulons les chiffres, nous manipulons des documents budgétaires. Et donc, nous n'avons pas de rapport direct avec voilà. Nous coordonnons toutes les actions, n'est-ce pas, des gestions de crédit en ce qui concerne donc l'exécution du budget. D'accord. Monsieur Kanvali, Monsieur Bamba, vous êtes directeur des affaires financières d'un ministère stratégique aujourd'hui. Si on repartait vers les origines, comme je le dis, si le jeune Kanvali Bamba, étudiant, vous voyez aujourd'hui, que penserait-il de ce parcours? Je pense qu'il serait fier. Il serait fier, pas qu'on se satisfait de ce qu'on a,
Mais je voudrais vous dire aussi que C'était pas évident c'était à pas la évident. base. C'était pas évident. Et quand on regarde le chemin qui a été parcouru, on peut s'arrêter pour dire on a eu beaucoup de chance. Je préfère ne pas mettre en avant tout le travail qui a été fait. C'est vrai qu'on ne peut pas réussir Sans travail. sans travail, mais je pense que je suis un fortuné par la grâce divine. Et je voulais expliquer, mon père, il est à la retraite aujourd'hui, c'est vrai, mais mon père était chauffeur de sous-préfet. Il était planton. Il était planton dans l'administration, c'est-à-dire que le plus bas niveau. Et nous sommes 10 enfants. C'est un brave monsieur qui a réussi, malgré la modicité de son salaire, De ses moyens. à inscrire tous ces 10 enfants à l'école. Et tenez-vous bien, quand je finis d'avoir mon bac, j'étais assez sportif, je le dis modestement. J'étais assez sportif et donc mon professeur d'EPS à l'époque me propose de passer le concours de l'INJS. Je n'ai rien contre ceux qui sont à l'INJS, c'est un métier qui est noble. Mais mon père dit, non, tu vas continuer à l'université, sans me dire ce que je ferai à l'université. Mais la leçon qu'il m'a enseignée, c'est que si tu commences à travailler tôt, que tu t'es habitué à un rythme de vie à tes 18 ans, 20 ans, il sera difficile pour toi après de redresser le tir si tu n'as pas une culture, si tu n'as pas enduré des épreuves pour connaître la valeur de l'argent. Il fallait aller le plus loin Et possible. donc, il m'a conseillé de continuer à l'université. Et je pense que ceci a permis aujourd'hui de pouvoir suivre la voie qui a été donc, tracée par Dieu. Et donc, je veux dire, pour répondre à votre question, que je pense que le jeune Kambali serait fier parce que ce n'était pas donné. C'était pas donné. Vous parlez de votre père qui était planton. Il était chauffeur de sous-préfet. Tout à fait. Est-ce que vous avez vécu un peu avec les sous-préfets? Pourquoi arriver à l'ENA, au niveau du choix, vous n'êtes pas parti vers ce corps de métier-là? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que quand je devrais choisir ma filière à l'ENA, j'étais entre deux filières. Voilà, mon rang me permettait de choisir deux filières. À l'époque, chez nous, c'est quand vous êtes admis que vous partez faire en amphithéâtre le choix. J'ai appris aujourd'hui que vous devez faire d'abord le tronc commun et puis après vous allez choisir. Donc, j'arrive, j'en parle avec des aînés et puis je leur explique que depuis mon enfance, il y a quelque chose qui m'a marqué. Mon père, il aimait bien s'habiller. Je n'ai jamais vu mon père débrailler. Et puis, je vais une fois, il me demande de passer chez son patron. Et là, je vous dis que j'étais grand, j'étais déjà en classe de première. Je passe et je vois mon père dans une tenue vraiment délabrée, avec un pantalon. Il est en train de laver la voiture. Bon, quand il sortait de la maison, il s'habillait toujours bien. Toujours bien. Je le trouve. Pas que j'ai trouvé cela, comment je vais dire ça, indigne. Mais je veux dire que je l'ai vu pas comme je l'avais vu depuis que je suis petit. C'est ça. Le deuxième élément, il venait d'arriver de voyage un jour, et puis il venait à peine d'arriver que son patron l'a appelé. À l'époque, nous, on avait un téléphone fixe qui avait été mis par son petit frère qui est en Italie pour pouvoir communiquer avec lui. Donc, son patron qui a le numéro appelle sur lui le numéro. Et sur le champ, nous qui venons de voir notre père, c'est vrai, je ne dirais pas que c'était notre meilleur ami parce qu'à l'époque, nos papas n'étaient pas des amis. Ils étaient durs. Oui, non, il était d'une rigidité exemplaire. Effectivement. Mais on était content quand il est là. On sait qu'il vient de voyage, il y a quelque patron, chose, voilà, il va nous apporter quelque chose. C'est ça. Et donc, il arrive à peine et puis son patron lui demande de partir. Et je l'entends dire, je suis fatigué, mais il me demande de partir. Et il est parti. Il est parti pour un voyage encore de quelques jours. J'ai grandi dans cette atmosphère-là. Une autre fois encore, j'étais avec lui et puis je vais dire que son patron l'a appelé. Alors qu'on devait faire quelque chose, il a couru, c'était même pas un jour ouvrable. Il a couru et il est parti. Il vous a laissé. Et quand j'arrive au choix de l'ENA, je suis tenté de choisir la filière administration générale.
pour être sous-préfet. Pour être sous-préfet. Et je le dis avec tout le sérieux, quoiqu'initialement, comme je vous l'ai mentionné, j'ai fait du droit public pour faire de la diplomatie. Et quand vous rentrez à l'ENA, que vous faites administration générale, cycle moyen supérieur, au cycle supérieur, comme c'est la même école que la diplomatie, Vous pouvez aller en vous pouvez diplomatie. passer. Donc, j'étais sur ce penchant. C'est ça. Mais en réalité, je voulais être sous-préfet pour rendre fier mon père, pour lui dire, tu as sorti de toi celui que tu as servi. C'est ça. Donc, tu as eu un enfant qui est devenu celui que tu servais, qui est le sous-préfet. C'est ça. Et puis, comme Dieu trace le destin de chacun, la veille du choix, j'ai un aîné que je voudrais saluer au passage, Soumaoro, qui est Mva, qui est donc aujourd'hui directeur régional du commerce, qui me dit, si tu veux satisfaire cet égo-là, choisis administration générale. Si tu penses à des perspectives autres que ce que tu viens de dire, choisis commerce et prix. Parce que c'est une école qui a en son sein les douanes, le trésor, les finances, les impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, donc voici comment il arrive à me dérouter, que je me retrouve Au dernier moment. au choix donc, du commerce et prix. On salue monsieur le directeur, monsieur Mva. Voilà. On Soumaoro, espère que... c'est ça. Il était ancien directeur régional du commerce à Aboisseau. Oui. Et aujourd'hui, il est toujours en fonction? Il est toujours en fonction. Il est directeur régional, mais je ne sais pas où il est aujourd'hui. D'accord. Mais je le salue au passage. Salut, monsieur le Il a directeur. été également mon encadreur, parce qu'on était tous sur la fac. Lui, il avait eu, n'est-ce pas, le concours une année avant moi. Et donc, c'est lui, je faisais les exercices, je partais lui présenter parce qu'il était enseignant au privé avant donc, de rentrer à l'ENA. Donc, c'est lui qui m'a encadré pour le cycle moyen supérieur. Après tout ce que vous Merci venez de beaucoup. raconter, est-ce que vous pensez que le milieu social dans lequel on est, ça influence véritablement notre avenir professionnel? Absolument. Ce serait donc faire l'autruche que de dire non. Absolument. Absolument, bon, je vais peut-être atténuer pour dire qu'il peut y avoir des exceptions, mais assez rares, de personnes qui disent « j'arrive à l'ENA, j'ai décidé de, donc quelles que soient les perspectives, moi je vais là-bas ». Quel est votre avis aujourd'hui face à ce que vous venez de dire sur une éventuelle harmonisation de tous les traitements, quelles que soient les administrations? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bon, j'ai envie de dire que tout travailleur aspire à un mieux-être. C'est ça. Et je pense que le gouvernement du président de la République, donc son Excellence Alassane Ouattara, travaille pour que tous les fonctionnaires soient dans un cadre de travail assez acceptable. Parce que si on doit rentrer dans une forme de comparaison, les pays de l'UEMOA nous envient par rapport donc à notre niveau Le traitement de nos de fonctionnaires. traitement des fonctionnaires. Ne serait-ce qu'en s'arrêtant là. Et donc, je pense qu'un effort est fait. Et je pense aussi que ce qui se passe aujourd'hui en termes donc d'avantages, n'est-ce pas, d'avantages accordés à certaines structures plutôt que d'autres, ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça. Mais avec tout ce qu'il y a comme revendication, les choses vont certainement s'améliorer Aller dans le bon sens. dans le bon sens pour ceux qui demandent, n'est-ce pas, qu'il y ait une révalorisation de leurs conditions de travail, de leur rémunération. C'est ça. On revient sur votre tout premier concours pour entrer à l'École nationale d'administration. Vous nous avez confié que vous avez entendu beaucoup de choses se dire sur comment est-ce qu'on pouvait rentrer, si est-ce que le fils d'un planton qui n'avait pas véritablement les réseaux de certains niveaux qu'il ne pouvait pas atteindre, quel était votre état d'esprit? Est-ce que vous aviez la foi véritablement quand vous vous présentiez avant le succès, bien entendu? Je vais être sincère. Est-ce que vous avez une anecdote aussi là-dessus? Je vais être sincère. Je passe le concours de l'ENA sans avoir toutes les informations sur l'ENA. Quand je dis toutes les informations sur l'ENA, je ne parle pas des matières pour la composition. Je ne maîtrisais pas l'environnement qui était dit. Nous sommes en 2004, et donc tout bouillant. Vous savez qu'on avait la fougue quand on était à l'université. Donc vous croyez capable de passer tous les concours, de passer tous les examens. Et donc, je vous ai dit que mes frères qui assuraient donc la continuité de ce que mon père a fait,
j'ai senti qu'ils étaient un peu épuisés. Un peu épuisé. Donc, je décide, sur conseil d'un aîné, Sanogo Ahmed, que je salue au passage, qui est aujourd'hui conservateur donc à Bassam, sur son conseil, je décide de passer le concours du cycle moyen supérieur. Mais sauf que je n'ai pas toutes les informations sur l'environnement du concours. C'est ça. Ou du moins, les pseudo-informations. Les pseudo-informations. Donc, je me lance. Chaque jour, je bosse, j'étudie, je bosse. Et un jour, je rencontre un ami. J'avais un classeur jaune. Et il me dit, mais yo, chaque fois que je te vois passer ton classeur jaune, il y a quoi? Tu vas où? Je lui dis, j'ai hésité d'abord. Parce que je faisais en chose, voilà. Sans trop parler. Au passage, à l'université, comme j'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'être toujours admis à la première session. Donc, il y a un certain nombre de condisciples qui avaient beaucoup d'affection pour moi et qui ne m'avaient jamais vu échouer. Je ne voulais pas aller passer le concours et puis ils vont être informés que entre griffes le Dieu Bamba a échoué. Que le poteau a été tapé. Je me cache, je prépare mon concours, mais je le prépare comme si je partais passer les examens de la fac. Donc lui me voyait, sans que moi je ne sache qu'il me voyait. Il dit, mais je te vois passer tout le temps. J'ai dit, oui, bon. J'ai hésité, après je lui ai dit, bon, je passe le concours. Il dit, ah, toi aussi. Ça là, c'est un truc. C'est les Ken qui sont gérés. Moi-même, ma mère a géré pour moi. Bon, j'avoue que la seule journée, il a réussi à me désarmer. C'est clair. Mais le lendemain, je me suis dit, bon, je suis déjà au bord de l'eau. On dit on compose bientôt. C'est pas grave. Si je vais, comme il a dit là, si c'est ça, je n'aurai pas démérité. Mais si c'est pas ça, moi je vais être admis. C'est ça. Et puis au passage, j'ai été admis. Et lui? Lui, non. Ah bon? N'a pas été admis. Et je dis encore, nous sommes en 2004. Je suis de l'École nationale d'administration. Beaucoup de choses se disent sur cette école. Mais je peux vous dire, je ne sais pas pour les autres. C'est clair. Je pense que, ça je ne le dis pas avec, j'allais dire quoi, avec un manque de sérieux, mais je suis issu de 2 promotions où nous avons beaucoup de cadres aujourd'hui de l'administration, mais qui sont des modèles, qui sont des exemples. Qui sont des exemples, un peu partout. Mais ça veut dire que, contrairement à ce qui se dit, et c'est surtout dit par des gens qui ne se sont pas préparés sérieusement. Exactement. Et qui l'utilisent un peu comme une raison pour justifier leur échec. Mais écoute, c'est quelque chose qui est déjà vendu. Mais pourtant, l'année qui va suivre, Tu vas vont passer partir encore. toujours. Préparez-vous sérieusement. Si vous vous préparez sérieusement, vous allez réussir. Mais ça ne veut pas dire que quand on passe un concours, il est différent d'un examen. Un concours, c'est une question de classement. Nous avons besoin de 10 personnes, on fait un concours, c'est 10 personnes. Vous pouvez avoir de très bonnes notes. Mais si les 10 personnes ont une note meilleure que la vôtre, bien évidemment, évidemment que vous allez échouer au concours. Donc, travaillez, mettez-vous au travail. Et puis, priez, ayez de bons rapports avec vos géniteurs, prenez la grâce d'eux, soyez en phase avec Dieu, et puis vous allez être admis. D'accord. Nous allons allègrement vers la fin de cet entretien. Une avant-dernière question, monsieur le directeur. Quelles erreurs de carrière vous voyez fréquemment chez les jeunes qui débutent dans l'administration? Et aussi, quels petits conseils vous pourriez leur donner pour avoir une carrière aussi, on va dire, aussi brillante que la vôtre? D'accord. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut apprendre. Même si vous êtes rentré par l'administration, par le haut, ou que ce soit par le bas, il faut accepter d'apprendre. Parce que nous avons nos connaissances livresques. Mais il y a la réalité, l'expérience du terrain. Il faudrait apprendre auprès de ceux que vous avez trouvés. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a un niveau qui ne lui permet pas d'être nommé à un poste de responsabilité. Mais qui connaît. Mais qui connaît la matière. Donc quand vous arrivez, vous ne le prenez pas de haut. Vous le respectez. Même si vous avez été nommé à un poste de responsabilité, qu'il est votre collaborateur, soyez humble dans le rapport avec les autres. Surtout avec les anciens que vous avez trouvés. C'est ça. Je ne dis pas que dans l'administration, on parle de droit d'aînesse, mais je veux dire que pour notre réalité africaine, il faudra en tenir compte. Les doyens que vous avez trouvés, les aînés que vous avez trouvés, ont quelque chose qui peut vous partager. C'est ça. Et qui va vous servir même dans votre élévation professionnelle.
Parce que quand vous commencez votre carrière, il y a des choses que vous apprenez qui vous servent plus tard. Donc, je veux dire que ce qui arrive aux jeunes qui viennent de commencer, c'est qu'ils regardent généralement le grade, ils regardent le diplôme. Et parfois, ils méprisent des personnes qui ne sont pas de leur grade. Mais aussi, ça je le dis, par rapport donc aux énarques, je suis énarque, fier, je suis le fruit de l'ENA. Mais je veux dire que certains énarques commettent l'erreur parfois de penser que quand on sort de l'ENA, on sait tout. On peut mépriser ce qu'on a trouvé. Mais je pense que ça, ce n'est pas des énarques qui ont été formés, qui ont appris ou bien qui ont décidé donc de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris à l'ENA. Parce que, pour rappel, vous-même, vous êtes énarque. Pour rappel, quand nous sommes en formation à l'ENA, on nous apprend tous les jours que même le vigile qui est à la porte est ton supérieur, c'est ton boss. Les dames de ménage sont tes supérieurs. Et donc, quelqu'un qui a été formé ainsi ne peut pas aller mépriser ceux qui ont un grade inférieur, n'est-ce pas, au niveau où il est. Monsieur le directeur, vous êtes passionné de football et même vous êtes ancien arbitre fédéral. Quelles sont les leçons que ce passage-là vous a données, qui vous servent aujourd'hui dans vos fonctions de dirigeant? En tant qu'arbitre, je voudrais donc vous remercier pour la question parce que je suis donc ancien arbitre fédéral. L'arbitre fédéral, c'est le dernier niveau, donc au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Ancien membre donc de la commission de football amateur. Je ne vous coupe pas. Vous avez arbitré des rencontres du football de la première division en Côte d'Ivoire? Non, malheureusement. Ah, d'accord. Malheureusement, c'est comme dans l'administration, vous pouvez être A4, mais sans être directeur. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Mais j'ai été, et ça m'a trouvé même à l'École nationale d'administration. Ah. J'ai été donc choisi pour le play-off, donc pour la montée en deuxième division. Et j'ai fait mon parcours élève, arbitre régional, arbitre de ligue, arbitre fédéral. Voilà. Mais en termes de valeur, je veux dire que c'est la valeur de justice. Je ne dis pas que c'est singulièrement l'arbitrage, mais je veux dire que ça concourt à cela. Votre décision peut avoir un impact sur d'autres personnes. C'est pourquoi, en tant qu'arbitre, lors de nos formations, on nous mettait devant notre responsabilité. Et donc, vous avez donc l'obligation de siffler avec justesse. Parce que de votre décision, vous allez avoir un impact sur le déroulé d'un match. Et en tant qu'aujourd'hui acteur de l'administration, la décision que vous prenez peut avoir un impact sur la vie des administrés. C'est pour ça que je veux dire que mon parcours en tant qu'arbitre a renforcé cette obligation d'être juste. La justice dans la prise de décision. Faire en sorte que ce que vous prenez comme décision soit en harmonie non seulement avec les règles, mais également en harmonie avec les valeurs morales. Voilà donc ce que je peux retenir de mon passage dans l'arbitrage. Ok, monsieur le directeur, cet entretien a été très intéressant. Pour terminer, est-ce que vous avez un message à tous ceux qui nous regardent, c'est-à-dire les jeunes Ivoiriens, c'est-à-dire les jeunes fonctionnaires, les gens qui voudraient faire la carrière que vous avez aujourd'hui? Un dernier mot. Je voudrais donc dire aux jeunes Ivoiriens que servir l'État est quelque chose de sacré. C'est un sacerdoce. Servir l'État, c'est comme porter le drapeau de la nation. Nous devons donc tous nous engager, pas que les jeunes, tous ceux qui sont des serviteurs de l'État. Nous devons donc tous nous engager à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit fière de nous. Pour ce que la Côte d'Ivoire nous a apporté, que nous puissions à notre tour servir ce pays, pour que ce pays soit meilleur que ce que nous a légué nos dévanciers. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour chacun de nous. Faire en sorte que servir l'État soit un plaisir, soit une obligation morale, mais surtout un sacerdoce. Merci, M. Konvali. Parole. Merci. Merci pour ces dernières paroles qui nous ont véritablement transportés. Merci à tous les téléspectateurs. Restez concentrés sur le parcours public. À la prochaine. Merci.